On va démarrer cette histoire-là. Donc, le responsable de l'UE, c'est Denis Monté. C'est pas moi, c'est Denis Monté. Donc, quand il y a des problèmes d'organisation ou quoi, c'est lui qu'il faut contacter. Okay, c'est lui qui chapeaute et qui organise la structure, le fonctionnement de cette UE. Alors, dans cette UE, je vous fais la présentation, il m'a filé ces diapos d'hier pour que vous aussi vous ayez cette introduction. Je vais essayer d'aller un peu vite, je ne vais pas tout faire. Vous allez avoir le film, mais il y a des informations importantes. Donc, dans cette UE, vous avez une part d'anatomie qui est faite par Denis Monté, une part de base de la mécanique, de la biomécanique, c'est moi qui l'ai fait, et une autre part de base de biomécanique et de contrôle moteur qui est faite par Benoît Bardy. Donc à tous les trois, on a une UE qui est assez complémentaire sur l'analyse du mouvement. Alors, donc notre objectif, c'est vous donner des outils pour faire de l'analyse du mouvement. Donc c'est pluridisciplinaire, c'est abordé de plusieurs angles de vue. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un diagnostic. Hein, de poser un diagnostic, d'analyser un comportement, c'est pour pouvoir faire un diagnostic. Il y a quelque chose qui est en train de se passer devant moi. Un athlète, un enfant, une personne âgée, et je veux essayer de savoir si sa performance est bonne, son comportement est bon, son comportement s'est amélioré depuis un mois ou pas. Eh bien, je regarde son comportement, je regarde ses mouvements et j'essaie de poser un diagnostic, d'évaluer, avec une grille, sans une grille, etc., etc. Donc, notre objectif, c'est cette caisse à outils de la rendre plus solide. Hein? Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est si vous travaillez dans votre emploi futur, dans votre activité future, avec une communauté de collègues qui viennent, par exemple, des sciences dures, des ingénieurs, des informaticiens, ça arrive dans beaucoup de clubs, dans beaucoup d'institutions, le prof de physique, dans un projet pluridisciplinaire, dans un lycée, c'est juste un exemple. Un médecin qui a une formation initiale en sciences dures qui est la plupart du temps assez forte, eh bien, avec cette UE, les objectifs, c'est aussi de vous donner des outils pour pouvoir travailler avec ces gens-là. Avoir un langage commun, avoir des bases communes. Quand le médecin, l'informaticien ou l'ingénieur analyste dans un grand club va vous dire oui, mais tu vois tel angle, machin truc bidule, je trouve que vous allez être capable de comprendre ce qu'il vous dit et de lui parler et de vous exprimer, et lui aussi va vous comprendre parce que vous utilisez le même cadre d'analyse, les mêmes concepts mathématiques, les mêmes outils, les mêmes mots. D'accord? Donc ça aussi, c'est un objectif important. Donc ça, je vous l'ai dit. Je passe là-dessus. Bon, ça, c'est des prérequis. Alors, Denis Monté, il a mis un peu le paquet dans son cours d'introduction sur les prérequis. Il essaie de déclencher une mise en route des étudiants, c'est sa stratégie. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être vues dans l'UE. Lui, il dit c'est des prérequis, mais en fait, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, on va voir les lois de la mécanique, on va les revoir, etc. Notamment avec nous. Donc voilà la structure de l'UE. J'ai déjà du mal à parler avec ce volume-là. Donc on a des cours magistraux et on a des TD. Le TD est divisé en 12 groupes. Ça, c'est un aspect important. Donc les horaires, 1 milliard de kilomètres. Les horaires, c'est donc DCM, c'est le lundi matin. Et les TD, ça va être un peu dispatché sur toute la semaine. Donc, préparation des TD, il faut démarrer. Hein? Alors, la nouveauté cette année, c'est l'évaluation du cours magistral en contrôle continu. Et vous allez voir, ça démarre cette semaine. Et ça, surtout, ce sur quoi Denis Monté voulait que j'insiste. Vous allez avoir une évaluation par Denis Monté sur Moodle dès cette semaine. Il me semble que c'est demain. Vous êtes au courant? Oui, non? Il y en a oui, il y en a non. Donc, maintenant, vous êtes au courant. On va y revenir rapidement.
En TD, vous avez une évaluation à chaque cours. Il n'y a pas énormément de TD, il y a beaucoup de travail en TD. Il n'y a pas énormément de... Je ne sais plus combien on en a sur l'ensemble du semestre, mais on n'en a pas une tonne. Et une partie du temps de TD est passée à l'évaluation. Je vais assez vite sur cette présentation. Vous avez donc des supports de cours, autant pour le TD que pour les CM. Allez immédiatement voir ce qui se passe sur le Moodle de ce cours, comment c'est structuré. C'est hyper important. Pour les TD, la première problématique, c'est la constitution des groupes. Alors, vous voyez, vous devez constituer des équipes de 4 étudiants. Donc, c'est un travail qui est collectif, ce qui sera évalué. Il y aura 2 types d'évaluation dans les TD. Une évaluation collective sur un projet commun, qui est fait par ces 4 étudiants tout le long du semestre. Et il y aura ponctuellement des évaluations individuelles. Et le premier TD, je vous alerte sur le premier TD, comporte une évaluation très courte, individuelle. Et la plupart du temps, pour un manque de travail et de mise en route, en partie, ça ne concerne pas tout le monde, mais en partie, eh bien, cette première évaluation, elle plombe le semestre. Elle compte pour un petit pourcentage, mais souvent, c'est une évaluation dans laquelle il y a la moitié des étudiants qui se prennent 0, vraiment parce qu'on arrive au premier TD en se disant, bon, on arrive au premier TD, on va voir comment ça se passe. Non, d'emblée, vous avez une évaluation. Donc, tous les CM que vous avez déjà passés, vous avez vu, il faut les avoir bossés en arrivant au premier TD. C'est des questions super simples, c'est quoi l'unité de la force, c'est quoi l'unité de la vitesse, c'est des choses comme ça. Mais il faut le savoir. Donc c'est des questions de cours, ce sont des questions de cours. Donc vous arrivez au premier TD, la veille, vous avez bossé tous les cours magistraux qui ont été faits jusqu'au premier TD. Je ne sais pas où on en sera à ce moment-là. Vraiment faites ça. Donc vous voyez, il y a des dates. Donc vous voyez les dates ici. Il y a le lien ici. Tout ça, bien sûr, ça va être sur le Moodle. Ces supports ici sont peut-être déjà, j'espère. Les inscriptions pour les groupes, pour constituer les groupes, les équipes, début octobre. Il y a tout un arsenal d'évaluation. Vous voyez le type de structuration des TD. Ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend de vous, c'est un travail avant le TD. Et pendant le TD, c'est un travail de restitution et d'interaction avec le prof. Plus une évaluation. Voilà. Donc, si vous arrivez au TD sans avoir fait le boulot, bon, ben, vous savez déjà comment va se passer votre avenir. Pas besoin de s'appeler Newton pour pouvoir prédire ce qui va se passer. Vous allez vous retrouver de côté et puis cette UE va plomber votre année. Donc il y a un travail de préparation très important. Le dernier TD, oui, je ne l'avais plus en tête, mais on n'a que 5 TD. En présentiel, il y a 5 TD. Sur l'ensemble du semestre, c'est tout. Le dernier TD étant dédié à l'évaluation, donc on ne travaille pas, c'est pas pédagogique, c'est l'évaluation, pour vous filer une note. Et c'est pas une évaluation formatrice, celle-là. Donc vous voyez, on a 4 TD. Le premier TD, il y a déjà un bout d'évaluation. Donc il est rogné. On va rappeler les consignes, constituer les équipes. Donc l'essentiel du travail se fera en dehors des TD. C'est un travail au long cours, pendant le semestre, jusqu'au 5e TD, où on vous attend pour présenter à l'oral et rendre à l'écrit un mini-mémoire. Ce mini-mémoire porte sur l'analyse d'un mouvement que vous avez choisi, qui vous intéresse.
qui est suffisamment simple pour pouvoir l'analyser, hein, mais en même temps qui vous intéresse. Donc vous êtes à 4, il faut négocier, quel mouvement on va faire, etc. etc. Je vais peut-être y revenir 2 secondes là-dessus, c'est important. Et donc le produit final, ça va être un oral où chacun d'entre vous dans l'équipe, vous allez vous passer la parole et vous allez présenter le mini-mémoire en très peu de temps, hein, vous allez avoir 5-6 minutes de présentation, introduction de votre mini-mémoire, objectifs, résultats, avec des diapos, dans un très timé, très bien chronométré. Et puis vous aurez remis quelques jours avant, ou la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, le mini-mémoire sous format PDF déposé sur Internet, sur Moodle. Donc nous on va évaluer l'écrit, le mini-mémoire écrit, et l'oral, avec des coefficients que je n'ai plus en tête, mais c'est essentiellement l'écrit qui compte. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mini-mémoire? Sur quoi ça porte? Ben, ça va porter sur la comparaison entre un expert, un débutant dans, je ne sais pas moi, le salto arrière. Ça c'est un peu compliqué. Un coup droit en tennis, un fouetté en boxe française, une figure quelconque, une arabesque en danse. Voilà, vous choisissez une activité, vous choisissez un mouvement de la vie quotidienne, du domaine artistique, du domaine du sport, quelque chose qui vous intéresse, vous discutez à 4 de ce problème-là, vous fixez cet objectif-là et vous commencez à préparer le premier TD. Parce que vous allez arriver dans le premier TD avec des équipes constituées, un geste à analyser, une performance à analyser déjà choisie et un travail déjà préétabli. Il faut faire beaucoup de boulot en arrivant au premier TD. Si vous faites ça, vous êtes dans les clous. Et après, ça va bien rouler. Si déjà vous vous loupez sur le calendrier pour arriver avec un travail d'équipe avancé au premier TD, ça va être compliqué derrière de récupérer le timing. Possible, mais ça va être compliqué. Bon. Donc il faut arriver, premier TD, il y a tout un boulot à faire qui est décrit sur le Moodle. Équipe constituée, geste choisi, question déjà d'analyse, qu'est-ce qu'on va analyser, pourquoi, dans quel but, pourquoi on a choisi ce geste-là, un début d'analyse anatomique, un début d'analyse du mouvement, une description du mouvement séquentiel, etc., etc. Les attendus de ce mini-mémoire, les objectifs, les attendus, les critères, les attentes du jury, comme on dit. On veut une analyse anatomique et on veut une analyse mécanique, on va dire biomécanique. Et on veut aussi une description, une séquence de description de ce mouvement. Je commence par ce bout-là. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est une analyse en mots et éventuellement avec des schémas relativement informels. Hein, ce n'est pas de la science, mais c'est une description des phases du mouvement. Vous avez identifié 3 phases, 2 phases, 4 phases, 5 phases dans ce mouvement et vous les décrivez. Hein, c'est un premier rendu. Hein, bien, je sais pas, il y a une course d'élan, il y a une prise d'avance des appuis, si je me rappelle des cours d'athlétisme, sur les sauts, etc., etc. Puis il y a une phase de réception, etc. Bon, vous faites un découpage, un peu une description technique. Ça, c'est pas de la science, c'est une description technique. Ça, c'est le premier niveau. Bon, ça compte pas pour énormément de points. Hein. C'est pas le fond de l'histoire dans ce cours. Hein. Mais on vous demande de commencer par ça. Il faut aussi ensuite une analyse anatomique. Alors, quelles sont les articulations, quels sont les mouvements qui sont faits d'un point de vue anatomique, dans quel plan, avec quelle partie du corps, quels sont les muscles impliqués, etc. Mais cette analyse anatomique, à la fin du semestre, il ne faut pas que ce soit juste une liste, il va falloir que ce soit fonctionnel. Il va falloir qu'elle soit problématisée, il va falloir hiérarchiser les problèmes. Il va falloir analyser les groupes musculaires et pas seulement les muscles les uns, faire une liste des muscles les uns à côté des autres. Il va falloir, donc, tout ça, ça va se mettre en place pendant le semestre. Et il faut aussi une analyse mécanique. Alors, dans cette analyse mécanique, c'est quoi l'objectif? L'analyse mécanique du mouvement sportif ou de la vie de tous les jours, c'est très compliqué. Donc, il va falloir faire une analyse qui correspond au niveau L3 biomécanique STAPS Montpellier. On n'attend pas de vous de faire une analyse d'un chercheur en mécanique de Stanford ou de l'école normale supérieure. Non. Donc, il va falloir faire une analyse mécanique propre, la plus propre possible,
en analysant un petit problème sur l'ensemble de la performance que vous voulez analyser, suffisamment simple pour pouvoir le traiter avec vos outils. Ça va se mettre en place pendant le semestre, puisque les cours vont se dérouler. Vous allez vous dire, tiens, oui, ils veulent que je parle de vitesse, ils veulent que je parle de force, ils veulent que je parle d'accélération, etc., etc. Donc, ok, je comprends l'esprit et mon analyse mécanique, petit à petit, se met en place dans ce mini-mémoire. En interaction avec le prof pendant les TD aussi. Hein? Bon. On arrive, voilà, on a pensé analyser tel problème. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Le prof va vous dire, oui, tout à fait, c'est très bien. Ou alors il va vous dire, non, ça c'est trop compliqué, trop casse-gueule. Là, c'est un mémoire de master, c'est pas un mini-mémoire de M3. D'accord? Donc, par interaction, cette analyse mécanique va s'établir. Ok? À l'intérieur de cette analyse mécanique, ou biomécanique si vous préférez, quelque chose qui est absolument attendu, c'est de la mesure. De la mesure. On mesure. Voilà. On a la solution bois mouillé, pour savoir d'où vient le vent. Eh bien, dans ce cours, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut apprendre à utiliser des outils qui quantifient le mouvement, ou qui quantifient au moins une partie du mouvement, pas le mouvement dans toute sa complexité, puisque ça, ce sont des outils assez compliqués auxquels vous n'avez pas accès, mais au moins une petite partie du mouvement. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Pour faire ça, vous avez des outils qui analysent de la vidéo, et vous avez des accéléromètres dans vos téléphones. On le reverra. Les accéléromètres dans vos téléphones permettent au téléphone de savoir si vous êtes en format paysage, horizontal ou vertical. Portrait ou paysage. D'accord? Donc, à travers ces différents outils, on verra, il va falloir vous former, en partie vous former tout seul, parce qu'avec 5 TD, moins 1, 4 TD, on ne peut pas vous former, pour pouvoir faire ces analyses. Pour la vidéo, le plus simple à utiliser, c'est Kinovea. Ça vous permet d'avoir des positions en fonction du temps, éventuellement des angles en fonction du temps, faire une vidéo propre de votre athlète ou de votre personne, pointer sur un point du corps, vous connaissez un petit peu la routine, si vous ne la connaissez pas, vous allez l'apprendre, et ça va vous permettre d'avoir des positions en fonction du temps. L'accéléromètre de votre téléphone vous permet d'avoir des accélérations en fonction du temps, et on verra que ça aussi c'est très utile pour analyser les mouvements. Donc cette partie-là est obligatoire. Un étudiant, une étudiante qui à la fin du semestre ne sait pas faire de façon individuelle, autonome, un traitement d'un accéléromètre d'un téléphone ou un traitement de Kinovea, ne doit pas avoir cette UE. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'est pas naïf, hein? Qu'est-ce qui se passe dans une équipe de 4? Il y en a un ou deux, 3, et c'est surtout souvent un, qui est débrouillé dans tout ce qui est un peu informatique, analyse, utilisation de logiciels pour faire l'analyse vidéo ou l'analyse des accéléromètres. Les autres, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? D'accord? Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, nous, enseignants, notre objectif, c'est d'empêcher ça. Donc, à l'oral, quand vous allez passer à l'oral, imaginez bien que si on pose une question technique à un des 4 et qu'il ne sait pas répondre, il se fait découper dans sa note. Kinovea, ah ben non, c'est pas moi, c'est lui. Ok. 0. Hein? Okay. Je sais que ça va encore se passer comme ça, et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont encore se planter. Mais notre objectif, c'est pas être capable être capable d'être dans un groupe où il y en a un qui fait tout le boulot que je ne sais pas faire et qui est compliqué pour moi parce que j'ai fait une terminale de lettres et j'ai toujours été une tanche en mathématiques et en physique. Non, notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, c'est vous maîtriser une bonne partie à titre individuel de ces outils. Hein? C'est ça l'objectif. Et vous êtes capable de le montrer. Et vous êtes capable de répondre à des questions élémentaires. Montre-moi comment tu fais ça. Voilà. Et comment vous êtes passé de ça à ça? Toi, tu réponds. Sauf que c'est au 5e TD. Et si vous endormez, vous allez être pris au dépourvu au 5e TD là-dessus.
Voilà, il y aura aussi des questions du cours magistral, sur le cours magistral d'évaluation de 51A, qui porteront sur des choses qui sont utilisées en TD. Hein, ça marche. Moi, j'essaie de vous donner des outils en cours magistral pour aussi traiter les TD. Ça va de pair. Voilà. Alors, pour le TD1, je ne sais pas quelle est la date, quelle semaine démarre le TD1, il démarre assez tôt. Vous avez déjà du boulot, hein? Donc, allez voir sur Moodle. Très important de respecter les consignes pour qu'on s'y retrouve, pour que vous répondiez correctement au cahier des charges. Vous avez un document à déposer. Elles ont été mises à jour. Attention pour les redoublants, les redoublantes. Donc, allez voir toutes ces infos. Ça, c'est pour le premier TD. Vous avez déjà un boulot important à faire. Il y a des étudiants qui se débrouillent tellement bien. Vous aviez une question? Au niveau des groupes de TD, comme on ne sait pas dans lequel on est, on fait nous-mêmes tous des groupes de 4 et ensuite on fait en fonction. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, et du coup, Contactez Denis Monté. Okay. Non, il ne m'a pas filé les infos. Contactez Denis Monté, vous demandez. Je ne sais plus, les redoublants, les redoublantes, ça n'a pas changé par rapport à l'an dernier. Je ne sais plus si c'est vous qui vous dispatchez dans des groupes où on vous dit, ou alors on vous donne un créneau. Il y a des redoublants, attendez juste une seconde, les redoublants vont me rafraîchir la mémoire. Moi, c'est pas Alzheimer, mais je perds la mémoire. Les redoublants, les redoublantes, des infos par rapport à ça, vous vous rappelez comment ça a démarré l'an dernier? Est-ce qu'on vous disait, tiens, toi, tu as tel créneau, tel jour, telle heure, tu es dans ce groupe-là, ou alors, c'est vous qui vous dispatchez sur les créneaux de la semaine? Est-ce que vous en rappelez de ça? Il a dit que c'était par spécialité, on devait faire des groupes de code nous-mêmes. Mais le créneau? C'est des groupes de TD comme l'an dernier, on a des groupes de TD par spécialité, et par rapport à ces groupes, on devra faire nos groupes nous-mêmes dans ces groupes de TD. Mais à partir du moment où on aura une fois pour l'instant, on les a pas. D'accord. Donc, vous allez être attribué à des créneaux dans la semaine en fonction de vos spécialités. Et une fois que vous aurez ces attributions, vous pourrez constituer des groupes. Ouais, bon, prends au hasard. Hein. Il ne pense pas avoir des groupes avant le diplôme. D'accord. Vous y étiez hier? Donc l'info qui a été donnée hier en fin de journée, les groupes pas avant début octobre. A priori, confère Denis Monté, version votre camarade. Pour être exact. Il a dit aussi que ce premier CD, ce serait la semaine 4. La semaine avant la coupe. D'accord. Oh oui, ça y est, dans la diapo, là. Quelque part, c'est passé. Premier TD, semaine 4, semaine avant la Toussaint. Ça laisse peu de temps, contrairement à ce que vous pouvez croire. D'autres questions? Ou d'autres remarques? D'autres informations? Non? Ok. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, en tant que président de jury, j'aime pas du tout le plagiat. Moi, si j'ai une petite note, tel étudiant a fait du plagiat dans tel UE, en jury, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer en UE 51, mais ça va pas bien se passer en jury aussi. Hein. D'accord? Donc, je vous passe la définition du plagiat. Je vais assez vite. Alors, il y a une nouveauté cette année, c'est ça. C'est du contrôle continu. Hein, c'est pas un contrôle terminal, c'est du contrôle continu. Donc, vous allez avoir très régulièrement des petites questions sur Moodle auxquelles il faut répondre rapidement. D'accord? L'objectif, bien, c'est d'éviter que vous soyez dans une perspective où vous dire, bon tiens, je vais être évalué en janvier, je vais être évalué tard, et je m'y mettrai quand j'aurai le temps, un peu tard, je reprendrai tout ça et on verra. Et on sait très bien que il y a des étudiants qui s'y mettent tout de suite au boulot, les étudiants qui s'y mettent jamais,
et les étudiants qui s'y mettent tard. Et parmi les étudiants qui s'y mettent tard, il y en a une partie qui y arrive, et puis il y en a une partie qui n'y arrive pas. Et si c'était mis plus tôt, ils y seraient arrivés. Voilà, ça s'adresse à ces étudiants-là. Les étudiants qui ne veulent pas bosser, bon, c'est pas grave. Tente le coup, Las Vegas, sur un malentendu, ça passe. Mais bon, ça c'est votre problème. Je ne m'intéresse pas trop à ces étudiants. Faites ce que vous voulez maintenant. Donc voilà, vous allez avoir un contrôle continu, je crois que c'est demain. Hein? Déjà, vous allez avoir une petite aventure contrôle continu rapide sur le cours de Denis Monté. Oui. Les cours de contrôle continu vont toujours porter sur, pas sur le cours précédent, pas sur le cours de la semaine. C'est la question que j'ai posée hier à Denis Monté. Je lui ai dit, mais attends, comment tu vas faire jeudi pour évaluer Alors lui, qu'est-ce qu'il va évaluer jeudi? Il va évaluer les prérequis. C'est super parce que c'est pour jeudi. Donc l'objectif de Denis Monté, c'est d'évaluer de la L1 à la fin de la L2 comprise. Jeudi. Ok? Donc, mon conseil, ben faites de votre mieux. Voilà. Vous voulez une information supplémentaire? Vous avez de l'argent? Là, ça va être sur YouTube. Hein. On verra après le résultat si cette évaluation, quel coefficient on lui met, si on la garde ou si on ne la garde pas. D'accord? Mais c'est un rodage pour vous et pour nous. Et si elle fonctionne bien, eh bien on la gardera. Il y avait deux questions. Monsieur d'abord, madame. C'était celle-là. Tout le monde a le Moodle en même temps. Tout le monde a le contrôle en même temps. Tout le monde aura le contrôle en même temps. Toujours. Il ne portera pas le contrôle, ne portera pas sur le cours que vous avez eu la veille, que vous n'avez pas eu. Le film n'est pas sur Moodle à temps. Vous avez le film sur Moodle le vendredi, le contrôle est le jeudi. Vous dites, mais ils s'en foutent quoi? Non, non, non. L'évaluation, quand elle est programmée, porte sur les cours que tout le monde aura eu. Sur Moodle ou pas. On va caler. Le timing, il va être calé comme ça. L'évaluation, elle est à quelle heure? Ça, vous allez être informé, hein. Vous l'avez déjà été. L'heure, je ne la connais pas. 18h05. Vous l'avez? Vous avez reçu un mail ou quoi? Non, il me l'a dit. Vous l'a dit à l'oral. 18h05. Mais vous allez être convoqué sur... Non, 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 ça va pas être... C'est à vous d'aller sur Moodle. C'est pas comme une réunion en Zoom. Hein. C'est affiché là? Ouais, Ah, ici. Et regarde, on l'a. Ok. Donc ça, c'est l'information principale de la journée pour vous. Hein. Jeudi 10 septembre, 18h05. Vous allez sur Moodle, vous allez sur le cours. Je vous encourage à y aller forcément aujourd'hui pour voir où ça se situe, être sûr que tout fonctionne. Hein, et vous avez une évaluation qui va durer 10 minutes. 10 minutes, hein. Bien. J'entends pas, excuse-moi. Si vous cliquez sur ah, mais moi je ne peux pas cliquer là, c'est une image, c'est une capture d'écran. Moi je lis juste ce qu'il y avait là, hein. C'est pas moi qui ai programmé l'évaluation. J'ai dit 18h05, 18h15, 10 minutes. Peut-être que c'est 6, j'en sais rien.
vos révisions. Voilà vos révisions pour le prochain contrôle continu. Je vais passer là-dessus. Et je vais commencer mon cours. Ok, alors, dans mon cours, moi je vais m'occuper de la partie plutôt mécanique du cours. Mécanique, c'est un bien grand mot. On va aborder les notions élémentaires. Donc vous avez vu que le contrôle continu, on vous demande de réviser les lois de Newton. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu les lois de Newton de leur vie, en cours ou ailleurs, qui n'en ont jamais entendu parler. Lois de Newton. Okay. Donc on va les voir. Vous allez être évalué dessus. On va prendre la température jeudi. Et après, dans mon cours, moi, au programme, il y a les lois de Newton. Pour certains, ça va être des révisions de ce que vous aviez fait en première et en terminale. Et pour d'autres, ça va être nouveau. D'accord? Mais c'est une grande partie de mon cours, les lois de Newton. Et savoir, surtout les comprendre. Les comprendre. Okay? L'objectif, c'est comprendre les concepts. Moi, j'ai deux objectifs dans mon cours. Le principal, c'est que vous compreniez les concepts, les idées, la logique, comment ça fonctionne cette affaire-là. Pour que vous ayez des outils supplémentaires, pour que quand vous regardez la performance ou le comportement de quelqu'un, comme je vous disais en introduction, eh bien, cette analyse, elle soit informée de nouveaux concepts et de nouvelles façons de réfléchir. C'est ça l'objectif. C'est pas juste cocher la case, je connais un peu les lois de Newton, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Non. Il faut comprendre que ces lois de Newton, ce sont des outils intellectuels, notamment les lois de Newton, mais le reste aussi, pour analyser différemment la performance. Et se dire, tiens, d'un point de vue mécanique, peut-être que le problème, il est là ou il est là. Tiens, mais le mouvement, tu vois, il change plus sur ce plan que sur ce plan-là. Ah ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben regarde, mets-toi là ou mets-toi là. Ah ouais, c'est vrai, on met-toi au-dessus ou qu'est-ce... Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas remarqué. Ah oui, la personne, elle boite. De ce côté-là, je ne l'avais pas vu. Donc, c'est de nouveaux outils. Dans ces outils, il y a plusieurs catégories. Il y a des outils pour traiter l'espace. On se rafraîchit la mémoire sur qu'est-ce que c'est que l'espace. Il y a des outils sur qu'est-ce que c'est le temps. On ne va pas rentrer dans des considérations philosophiques, mais prendre cette notion du temps et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. À côté de ça, vous avez des outils pour faire des calculs vous-même sur un tableur. Et pas seulement une notion d'espace, une notion de temps, non, des nombres, des applications numériques. Vous prenez un tableur, gratuit ou payant, Excel, Calc ou autre chose, et dedans, vous allez mettre vos données kiloVA, vos données d'accélération, et vous allez faire des calculs, des applications numériques, vous allez faire vous-même. Ce n'est pas le copain débrouillé qui va le faire, vous allez le faire. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez calculer une vitesse, vous faire une figure d'une vitesse, vous calculez une accélération, vous pouvez faire des dérivés, vous pouvez faire, attention, des intégrales sur votre tableur. Donc, concept, logique, application numérique, nombre, calcul, graphique, visualisation. Vous êtes capable de faire un rapport sur un athlète, sur une personne, dans une réunion, en groupe, en disant voilà, eh bien, je suis cette personne à l'EHPAD depuis je suis Lagarde qui est à l'EHPAD depuis telle date à telle date, et il a un peu progressé, il s'est un peu redressé en 3 semaines, voilà, donc j'ai fait une analyse, regardez les graphiques, là. Bonjour, au revoir, ça vous a pris 10 minutes, et les gars dans la réunion, ils sont ah ouais, c'est clair et tout, ils sont bien ces petits, quoi. Ils sont formés, ils savent faire des choses. Ouais. Premier objectif, donc l'espace. On va voir ça dans des déplacements, on va toujours voir des notions les plus simples possibles, j'y reviendrai.
On va voir ça dans des translations, et ensuite on verra des rotations. Rotation, c'est toujours un peu plus compliqué. Et le mouvement humain, il y a beaucoup de rotations. Mais il y a heureusement aussi beaucoup de translations. On verra ensuite des notions plus proprement dites de mécanique. C'est ce qu'on appelle la dynamique. Là, le reste, ce sera essentiellement ce qu'on appelle la cinématique. J'y reviendrai. Puis après, on verra la dynamique. Et dans la dynamique, il y a les forces. Il y a les forces, il y a les masses. Voilà. Et là, on verra ces notions-là. Et dans ces notions de force et de masse qui entrent en jeu, eh bien, c'est là qu'on retrouve l'élément essentiel de la mécanique qui sont les lois de Newton, ou dits principes de Newton. On essaiera de les comprendre. D'abord, un problème de compréhension. Alors, comprendre vraiment tous les éléments des lois de Newton. Qu'est-ce que c'est que la masse? Qu'est-ce que c'est qu'une force? Qu'est-ce que c'est qu'une accélération? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'inertie? Et éviter des confusions. On va aussi éviter des confusions. Ça, c'est un de nos objectifs. Essayer de balayer des confusions pour mettre au clair dans votre catégorie mentale, biomécanique, etc., mécanique, il y a des choses pas claires dans votre esprit. On va essayer de remettre tout ça en ordre. Et vous, par votre travail personnel, vous allez aussi essayer de mettre tout ça en ordre. Si vous ne faites pas de travail personnel, vous n'y arriverez pas. Sauf si vous aviez un bon niveau en terminale, en sciences. Et là, bon, ce qu'on voit ici, ça va être assez facile pour vous. Mais sinon, ça demande un travail personnel. Je vais y revenir. Donc voilà un petit peu l'ensemble des choses qu'on va regarder. La notion de centre des masses, qui est extrêmement importante, utile. Comment on se met en mouvement, ça c'est la deuxième loi de Newton. Comment on produit une force, qu'est-ce que c'est? Quel est l'effet d'une force? Et puis on verra aussi des lois de conservation. Ce qu'on appelle des lois de conservation. Telle quantité conservée, telle quantité n'est pas conservée, qu'est-ce que ça veut dire? Conservation de l'énergie cinétique, conservation de la quantité de mouvement, tout ci, tout ça. Avec des conséquences, y compris des conséquences pratiques. Voilà. Voilà les différents éléments qu'on va aborder dans ce cours ensemble. Alors, je vais zapper un petit peu et je vais passer au support sur Moodle pour ma partie de cours. Alors, j'ai scanné dans deux bouquins, j'ai scanné des éléments dans deux bouquins, dans ce bouquin-là, de Richard Feynman, et dans ce bouquin-là, de George Susskind, on va vous le dire en anglais, Susskind. Un chapitre ici, si je me rappelle bien, j'ai un chapitre, il y en a peut-être un deuxième que j'ai scanné qui est sur Moodle, et là, c'est des bouts de chapitres. Alors ça, c'est des éléments qui vont venir en appui à ce que je peux essayer d'expliquer dans le cadre du cours. Je ne peux pas vous encourager assez pour aller le lire. Commencez par ça. Prenez le temps. Lisez-le pas à pas. Faites-le à plusieurs. Mettez-vous en binôme. T'as compris quoi de ci, t'as compris quoi de ça. Ça va vous prendre 3 heures. Peut-être 4 heures. Pour certains, ça va prendre 1 heure. Mais ça va vous permettre de mieux comprendre tout un tas d'éléments dont je vais parler en cours et qui, à la fin de l'année, fin du semestre, seront considérés comme faisant partie de vos compétences acquises. Ok ? Petit contre. Non. Alors, l'intérêt de ce cours, c'est pas un cours écrit par un prof de STAPS. Il y a des cours, je vous ai mis dans les diapos, vous verrez, il y a quelques bouquins de biomécanique, vous en avez à la bibliothèque, il y a pas mal de bouquins, quelques bouquins de biomécanique écrits par des collègues de STAPS, ou des équivalents de STAPS, mais à l'étranger. On n'appelle pas STAPS, kinésiologie ou autre chose. Là, non, ça c'est un chapitre écrit par un physicien. Richard Feynman, c'était un très grand physicien du XXe siècle. Chercheur en physique théorique. Prix Nobel. Prix Nobel. Il a dirigé l'enquête
peut-être que vous ne l'avez jamais entendu parler, mais il y a une navette spatiale américaine qui s'est crashée, qui a explosé en vol. Elle a décollé et elle a explosé en vol. Et ça a mis fin à tout le programme de recherche de la NASA sur les navettes spatiales, c'est-à-dire des vaisseaux qu'on envoie dans l'espace avec des astronautes et qui se posent sur Terre et qui peuvent repartir, une espèce d'avion énorme avec des bras articulés qui manipulaient des satellites, etc., etc. Des images fantastiques, on peut voir. Mais la dernière, elle a explosé. Explosé. Donc la NASA a fait une enquête énorme et c'est Richard Feynman qui dirigeait l'enquête. Et qui a trouvé d'où venait, avec son équipe, qui a trouvé d'où venait le problème. D'accord? Et ce gars-là, c'était un prof fabuleux. Un prof extraordinaire. Ses cours de physique sont les plus connus sur la Terre entière. Et quel est l'intérêt de ce cours de physique? C'est qu'il vous raconte une histoire. Il n'attaque pas avec des définitions mathématiques et des symboles compliqués et arbitraires où il faut avoir déjà un bagage a priori pour le comprendre. Non, il vous prend par la main en vous racontant une histoire. Imagine un objet qui va de plus en plus vite, Et donc en lisant ces chapitres, moi, en lisant ce cours-là, je me suis dit, mais ça c'est idéal. Ça reste un peu compliqué. Ça reste difficile parce que c'est un apprentissage. C'est normal. L'apprentissage de choses nouvelles demande un effort. Mais on ne peut pas faire plus simple pour démarrer et comprendre des notions de vitesse, des notions d'accélération, des notions d'espace, des notions d'intervalle de temps infiniment petits, etc., etc. Des notions de dérivées, des notions d'intégrales. Il n'y a pas mieux que ça. Personne n'a jamais expliqué ça mieux que ce gars-là. Alors moi je me suis dit, bon, ça je le scanne, je le mets sur Moodle, je vous le file, et vous bossez dessus. Et un de mes objectifs, j'y ai pensé ce matin, un de mes objectifs dans mon contrôle continu, c'est d'évaluer votre compréhension de ce truc-là. D'accord? J'y avais pas pensé, jusqu'à maintenant c'était juste quelque chose, un support de mon cours. Mais maintenant, je vais l'évaluer. Et je vais réfléchir pendant le semestre à quelle date. Et je vais vous dire, mais tiens, je ne vais pas vous prendre, vous n'allez pas être informé la veille, hein, mais je vais vous dire, tiens, mais la prochaine évaluation, elle va porter sur le chapitre de Feynman, et je vais vous donner quelques directions sur la nature et l'esprit de mon évaluation. Mais ça va être évalué. Directement, d'accord? Ça, c'est cette année, c'est cadeau. Hein? Donc, assez tôt, hein, je ne vais pas attendre la fin du semestre, mais assez tôt, je ne sais pas, en octobre, vous allez être évalué là-dessus. Et probablement plusieurs fois. Il y aura une partie des questions qui porteront là-dessus. Et ça va être du style, la figure 1, la figure 2 du chapitre de Feynman, page temps, elle dit quoi? Hein, ça va être précis, hein, ça va être précis. Donc si vous ne travaillez pas à titre individuel là-dessus, mes évaluations à moi, non, c'est pas le bouquin, c'est un chapitre. Ouais, non, c'est pas le bouquin. Ça, c'est tiré d'un cours de physique qui est comme ça. Il y a tout. Mécanique 1, mécanique 2, mécanique quantique, mécanique relativiste, mécanique statistique, toute la physique. Là, c'est un des bouquins, et c'est un des chapitres du bouquin. Et c'est mécanique 1, et c'est peut-être le premier bouquin de la série. Ça fait une dizaine de pages, je ne sais plus, 12, quelque chose comme ça. Ok? Roger that. Are we crystal? Deuxième truc, c'est ça. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans ce bouquin-là, il y a quelques pages qui expliquent des notions de trigonométrie et qui expliquent des notions d'espace, des notions de vecteurs dont on aura besoin pour les forces notamment, et juste pour les forces, mais en fait pour beaucoup d'autres choses. Ces notions-là, je les réexplique, moi je les explique en cours, mais là vous avez une explication d'une autre nature. Quelqu'un d'autre qui vous les explique et c'est toujours bien. Bon, on va voir un deuxième point de vue. Il y a d'autres éléments là-dedans qui sont expliqués. Il y a des mouvements cycliques, des mouvements périodiques. Par exemple, quand je marche, eh bien, mon centre des masses, ma tête si vous préférez, fait des oscillations sur la verticale. On ne les voit pas beaucoup
On les voit mieux si je saute comme ça. Mais c'est des mouvements cycliques. Et si par exemple je vais attraper un objet, c'est pas un mouvement cyclique, c'est un mouvement discret, hein, qui a un début, une fin et qui s'arrête. C'est pas un mouvement cyclique. Si je le faisais comme ça deviendrait cyclique. Hein, si je suis la caissière, la malheureuse caissière à Carrefour, ben, je fais ça toute la journée, ça devient cyclique. Si je le fais qu'une fois, c'est pas cyclique. Donc il y a des mouvements linéaires, ou la chute d'un corps, un objet qui tombe, un athlète qui saute. Voilà, ça c'est un mouvement qui n'est pas cyclique. Et puis il y a la marche ou la course par exemple, ou les mouvements autour du pédalier en cyclisme qui sont des mouvements cycliques. Et là, si je me rappelle bien ce que j'ai mis là-dedans, je reverrai, mais je pense bien, il y a deux exemples, il y a ces deux exemples. La chute libre ou le mouvement balistique, je lance un objet, avec une raquette, je tape dans une balle, il y a la balle qui part, je lance une balle ou autre chose, ou je l'attrape. Ça c'est un mouvement balistique, il y a cet exemple-là. Et le deuxième exemple, c'est le mouvement périodique. Et il y a des outils pour aborder l'un et pour aborder l'autre, qu'on verra en cours et que vous verrez en télé. Et c'est des exemples aussi de choses que vous pouvez utiliser pour votre mini-mémoire. Ah, je vais étudier la marche, je vais étudier une marche dansée. Il y a des étudiants qui nous avaient fait des super mémoires sur des marches dansées. Est-ce que je marche comme ça? Est-ce que je marche comme ça? Le moonwalk. Enfin, on a fait des comparaisons comme ça. Il y a tout un tas de trucs super intéressants. Soyez créatifs hein, de ce côté-là. Hein, et essayez de faire des comparaisons. Mouvement 1, mouvement 2. Ou personne experte, personne débutant. Personne âgée, personne pas âgée. Une pathologie. Si vous avez quelqu'un sous la main pour vous péter la jambe de votre partenaire, et lui dit maintenant, on va te filmer. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Plaisant. Plaisant. Donc ça, c'est ce deuxième support. Rien ne vous empêche pour aller voir d'autres tutoriels. Il y a plein de cours disponibles sur Internet. Alors, il y en a tellement qu'il faudrait arriver à s'y retrouver. Tiens, un cours qui me fait une révision de niveau seconde sur telle notion. Tiens, mais les angles, c'est quoi? Ben, tiens, il y a un petit cours là-dessus. Bon, voilà, pour faire des petites révisions, des choses comme ça. Il y a d'autres supports, il y a d'autres sources d'informations pour arriver à retrouver quelques prérequis. Concernant ces prérequis, comme j'ai dit rapidement pendant l'intro, il y a des étudiants qui viennent de filières scientifiques. Ils ont fait une première, une terminale scientifique. Ça ne suffit pas d'avoir l'étiquette terminale scientifique. C'est pas moi qu'on l'a fait. J'y étais en 1989 en terminale. Qu'est-ce qui se passait dans ma terminale scientifique? On était 4 à suivre en maths et en physique. Quand je dis suivre, c'est suivre. Moyenne 18 à l'année. Donc avoir quasiment 99% des notions acquises. On était 4 ou 3 sur toute la classe. Les autres, eh bien il y en a qui s'accrochaient, des fois ils y arrivaient, des fois ils n'y arrivaient pas en fonction des thématiques. Ouais, les nombres complexes, mince, je ne m'en sors pas. Les probas, je m'en sors. L'espace 3D, je m'en sors. La géométrie 3D, je m'en sors. Mais l'analyse, les dérivés, je m'en sors pas. Donc, un coup ils ont 12, un coup ils ont 13, voilà. Et puis il y avait ceux qui avaient 8 et qui étaient toujours à s'arracher, mais ils avaient un peu de mal. Et puis il y avait ceux qui étaient satellisés complets. Mais pourtant, ils ont eu leur bac. Parce que ils ont réussi à s'en sortir avec d'autres disciplines. Et puis ce jour-là, alignement des astres, ils ont vachement bien gazé. Bon, ok. Ça, c'est la discipline scientifique. Donc, scientifique ne veut pas dire que 3 ans, après 2 ans de lavage de cerveau stats, d'oubli, on a le même niveau que quand on était en terminale. Et ça ne veut pas dire qu'on sait parfaitement dériver, intégrer, calculer, et qu'on se rappelle de tout. Donc, même parmi ceux qui ont des bacs scientifiques, il y a une hétérogénéité importante. Alors maintenant, je vais du côté obscur de la force. Et là, il y a ceux qui ont carrément l'extrême inverse. Hein. En CE2, ils ont décrété que les nombres, c'était pas bon. J'exagère pas, CE2, peut-être même CP. Peut-être même avant. Il suffit que vous ayez eu un papa qui vous emmette avec des calculs
pendant que vous étiez à la maternelle pour faire un phénomène de rejet complet et que ça détermine toute votre trajectoire d'adulte en ce qui concernait tout ce qui était sciences. Bon, ça arrive. Donc il y a ce profil CE2, j'exagère, hein, CE2, je ne veux pas entendre parler de nombres, rien. Pareil en CM1, pareil en CM2, les fractions, je sais pas, je pose tout, je retiens rien, non, c'est rien. Les divisions, rien. Sixième, je me fais atomiser, je continue, je creuse au fond de la piscine, je trouve du pétrole, non, je trouve rien, je continue à creuser. En première, n'en parlons plus, les mathématiques, on ne sait même plus ce que le mot veut dire. Voilà, et bon, donc on arrive en L3 en stats, en se disant, Lagarde, il est fou, il veut nous faire des intégrales. Ah! Bon, alors, je vous le dis, ça va pas être facile, mais si vous donnez les moyens, vous pouvez tout à fait y arriver. Les moyens, c'est quoi? Mon conseil, vous ne le faites pas, c'est votre problème. Mon conseil, vous vous mettez à 2, vous vous mettez à 3 pour 7 UE, en plus du mini-mémoire. Hein, et vous avez un boulot personnel à faire pour renforcer ces prérequis. Comprendre ce que c'est qu'un nombre, comprendre ce que c'est qu'un graphique, comprendre ce que c'est qu'une fonction, reprendre les cours de Lagarde, reprendre les cours à gauche, à droite, et essayer de construire votre système de connaissance et de compréhension. Et vous le faites chaque semaine. Si vous attendez décembre, ça ne va pas le faire. Vous savez, c'est des connaissances qui s'empilent les unes sur les autres, et qui s'emboîtent, et si vous ne faites pas ce travail progressivement, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc ça demande pas mal de travail, mais ça fonctionne. Mon conseil, donc, vous mettez à 2 ou 3, le mieux c'est 2, en binôme. Vous vous filez un rencard hebdomadaire, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 2 heures. C'est variable. Et vous réglez les problèmes liés au cours précédent. Là, Lagarde, il a dit ça, je n'ai rien compris, est-ce que toi, tu as compris? Et oui, ça, j'ai compris, etc. Et telle autre notion, oui, mais là, c'est le contraire, c'est l'autre qui a compris qui vous aide. Vous ne faites pas ça, vous attendez janvier. Vous voyez? Ok? Ça, c'est la bonne méthode. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est la bonne méthode. Alors bon, les cours sur Moodle, ils sont où, etc., etc. Il y a plusieurs notions. Vous voyez, hein, donc j'ai noté des pages. Regardez mes diapos, elles sont sur Moodle. J'ai noté des pages pour ce document. Espace, trigonométrie, vecteur. Je vous ai dit que le chapitre de Feynman qui est important, c'est celui que j'ai appelé mouvement. C'est un document PDF qui s'appelle voilà, mouvement, avec description du mouvement, vitesse est une dérivée, la distance est une intégrale, l'accélération, vous allez voir, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut prendre le temps, il faut démarrer tout de suite. Démarrer tout de suite. Et petite nouveauté, hein, j'évaluerai ça. Pas exactement encore comment, pourquoi, mais je vais l'évaluer. Ok. Vous allez bien? Non? Vous êtes au bout de votre vie? Vous m'entendez bien? Non, oui. Moi, je suis au bout de ma vie, là. J'ai plus, c'est épuisant de crier aussi fort. Hein. C'est vraiment pas facile. Alors, il y a une partie des éléments dans mon cours, c'est des éléments de notation. Alors, ça, c'est la diapo de la mort. Hein. Il y a plein de choses. C'est pas à savoir maintenant hein, pour la suite, mais vous pourriez y revenir. Mes diapos, des fois, il n'y a pas la même notation à la diapo 25 et à la diapo 45. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour vous prévenir, ou même des fois dans les descriptifs des TD. Donc, que vous soyez prévenus et que vous puissiez vous y retrouver.
Pourquoi c'est important? Parce que quand on débute un apprentissage, ça je m'adresse à certains d'entre vous, quand on débute un apprentissage, on est très dépendant de ce qu'on appelle la surface. Quand on est avancé, on réfléchit, on fonctionne, notre esprit fonctionne, notre cognition avec les concepts. Mais quand on débute, on est très dépendant de la surface, c'est-à-dire comment les choses sont perçues, comment elles sont écrites. Et des petits détails, des petits changements introduisent des perturbations, introduisent du bruit dans votre réflexion et dans votre compréhension, et vous êtes perdu. On a du mal à faire des analogies, de changer de... Ah tiens, mais j'ai bien compris l'exemple avec la maison, mais quand on prend l'exemple de la voiture, je n'y arrive pas. Ça, c'est typique au début de l'apprentissage. On a du mal à transférer, et on reste dépendant de l'exemple spécifique de ce que j'appelais la surface. Quand on apprend et on commence à bien comprendre les choses et à les manipuler, on arrive à monter un peu dans l'échelle de l'abstraction et être moins dépendant de la surface. Donc vous êtes, parmi vous, il y en a qui sont dépendants de ces notions de surface, et ça va, chaque fois que je vais changer de notation, ça va vous perdre. Ah, mais c'est quoi là? C'est plus A, c'est B, c'est quoi? De quoi il s'agit? Alors, il y a un exemple, c'est la multiplication. La multiplication, je peux la désigner avec une croix, je peux la désigner avec un point, et parfois même sans rien mettre. Vous voyez, AV, ici, là, c'est A multiplié par V. Hein, donc, bon, mais je n'ai pas uniformisé toutes mes diapos. Parfois, peut-être, je change de notation. Donc, ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Bon, T dénote le temps. La plupart du temps, quand je veux parler d'un vecteur, je mets une flèche dessus, on définira le vecteur, etc. Quand j'utilise des minuscules, la plupart du temps, c'est pour donner des nombres. Et un vecteur et des nombres, c'est pas pareil. Hein, c'est pas du tout pareil. Pas du tout, du tout. On verra ça. La plupart du temps, ça c'est intuitif, T indique le temps, dénote le temps. Quand on met X et T entre parenthèses, alors là ça devient polytechnique. Hein, tout de suite, ça devient compliqué. X, T, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X est une fonction du temps. Bonjour, au revoir. Donc on verra et on reverra cette notion-là. Mais quand il y a le petit t comme ça entre parenthèses, ça veut dire, mais tiens, soit x, on va s'intéresser à x, je suis en train de m'intéresser à x, je veux faire un graphique de x, je veux calculer quelque chose avec x, et je mets entre parenthèses t, c'est pour vous dire, attention, x c'est une fonction du temps. C'est-à-dire que x peut varier en fonction du temps, peut vivre quand le temps s'écoule, changer, être plus grand, être plus petit. Et donc je peux éventuellement faire un graphique x en fonction du temps. On verra des exemples souvent là-dessus. Delta, hein, delta c'est une lettre grecque. Donc delta, ça veut dire une variation. C'est quelque chose qui varie, quelque chose qui change. Et souvent on le dénote par cette lettre ici, grecque. Une espèce de ce triangle isocèle fermé là. Triangle isocèle, pardon, pas fermé, c'est triangle isocèle. Voilà, donc ça c'est une variation. Donc regardez, dans le chapitre de mouvement de Feynman, il parle, et une part importante pour introduire cette notion de variation. Il y a quelque chose qui varie. Ça c'est important. En termes de concept, ça c'est un bloc. Hein. C'est un noyau. Vous l'avez, hein, vous allez vous rafraîchir la mémoire au cours de terminale, etc. Ouais, ok, ça va revenir, mais vous ne l'avez pas, il faut construire ce concept. Il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire par variation en fonction du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comprendre le concept à travers des exemples, et puis ensuite, il faudra aboutir à être capable de calculer des variations. On verra. Il n'y a rien de compliqué, mais il va falloir le mettre en œuvre, passer à l'application numérique. Acquérir le concept, et puis passer à l'application numérique. Ah oui, sur un tableur, concrètement, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, ok. Parce que c'est une chose de le comprendre en m'écoutant ou en lisant un chapitre. C'est une deuxième chose de passer à une application. Vous dites, tiens, je te file 15 nombres, calcule-moi les variations. Dans une deuxième colonne. Colonne A, tu as tous les nombres, c'est des positions en fonction du temps. Colonne B, tu me calcules les variations de ces nombres en fonction du temps, c'est-à-dire la vitesse.
Ok, mais il va falloir y arriver. Il va falloir le faire de façon routinière. Et aussi dans votre mini-mémoire. D'accord? Concept, application numérique. Bon, alors ce symbole ici, là. Alors celui-là, ça c'est d'un point de vue, de mon point de vue, d'un point de vue mathématique, c'est l'élément le plus compliqué qui est abordé dans tout le cours. On n'en fera pas tout un flanc, mais on essaiera quand même de le saisir un petit peu. Vous voyez ce V inversé là, il veut dire produit vectoriel. Donc ici, le vecteur R, je ne sais pas de quoi il s'agit, et le vecteur F, eh bien j'en fais le produit vectoriel. Voilà. Ce symbole veut dire produit vectoriel. On verra pour qui, pourquoi, dans une partie du cours sur les rotations, cet élément est absolument essentiel. Et on verra aussi qu'il est essentiel de l'oublier. C'est pas capital. Mais on verra que ça rentre dans un élément très important de la mécanique, de la biomécanique qui nous intéresse. Quand on veut parler de la norme d'un vecteur, on utilise, alors la façon académique, standard, rigoureuse, c'est de mettre ce vecteur, alors ici j'ai le vecteur AB, alors là vous voyez une lettre, et là je passe à deux lettres. Là j'ai changé la surface. Alors il y en a ils font. C'est quoi, c'est le vecteur A fois B, c'est quoi ça? Donc j'ai changé ici le règle du jeu, là je perds du monde. Ne vous inquiétez pas, que ce soit R ici ou AB, pour nous ça ne change rien. Imaginez ici le vecteur A. Je l'ai appelé A, je l'ai appelé AB. En fait j'ai fait une erreur en faisant ma diapo. J'aurais dû garder une lettre, puisqu'avant j'avais mis une lettre. Là ce que je voulais dire c'est le vecteur position entre le point A et le point B. C'est ça que je voulais dire, mais en allant vite, en faisant la diapo, boum. Mais je peux l'appeler A, si vous voulez. Je peux l'appeler vleu. Je peux l'appeler nia. Je peux l'appeler donc on s'en fout. C'est un vecteur. C'est pas un produit de deux lettres, etc. Donc la norme, c'est 2 barres à gauche, 2 barres à droite. La norme, c'est quoi la norme? C'est la longueur du vecteur. Hein? C'est la longueur du vecteur. La notation qui est parfois utilisée, c'est voilà. Voyez, ou alors, si je l'avais appelé uniquement AA. D'accord? Mais bon, autant faire ce peu, on utilise cette notation. C'est la longueur du vecteur. On verra des applications, par exemple une force c'est un vecteur, donc on verra il y a la quantité de force. Pour être juste un tout petit peu concret, on verra qu'une force c'est un vecteur. Qu'est-ce que ça nous dit qu'une force est un vecteur? Ça nous dit que la force elle a une direction. Parce que le vecteur c'est une flèche. Une flèche ça vous donne une direction. Par là, par là, par là, par là, par là, par là, par là. Donc un vecteur, ça a une direction. Et une force, ça a une direction. Je pousse par là ou je pousse par là. Sur le sol, je pousse à la verticale. Là, c'est mon poids qui pousse, donc c'est à la verticale. Ou je pousse ici par là-bas. Ou je pousse ici par là-bas. Ou je pousse vers l'avant. Ou je pousse vers l'arrière. Donc, la force que j'applique sur le sol, c'est une flèche et elle change de direction. Et l'outil pour faire ça, pour décrire ça, c'est un vecteur. C'est très pratique, un vecteur, ça a une longueur. Si j'envoie 1000 newtons ou si j'envoie 500 newtons, eh bien le vecteur est plus court ou il est plus long. C'est la norme qui va vous le dire. Et la direction du vecteur va vous donner la direction de la force. Donc c'est l'objet pour décrire les forces. Pas seulement, hein, on verra. Mais avec les forces, c'est très intuitif. Si j'appuie dans ma main comme ça, eh bien, je peux appuyer d'un côté, je peux appuyer de l'autre, ça va déformer ma peau dans une direction, ça va déformer ma peau dans l'autre direction, vers le haut, vers le bas, perpendiculaire à la surface approximative de ma main. Eh bien, le vecteur force, il va
suivre ces changements de direction et il va pointer dans les bonnes ou les mauvaises directions. C'est ça un vecteur. Voilà, c'est très pratique. C'est une flèche. Voilà, oubliez la complexité mathématique que vous pouvez mettre derrière. Oubliez tout ça, vous prenez une bonne charge, vous oubliez tout, vous faites un reset et vous reprenez le vecteur est une flèche. Ok. Alors c'est quoi une flèche? Vous prenez une flèche, ok. Ben, c'est par là, par là, par là, par là, par là. Et puis c'est plus ou moins long. Ok. Super. Vecteur, c'est fait. Voilà. Bien, après on a des lettres qui reviennent assez souvent. Alors on a M qui désigne la masse, la plupart du temps. Alors on va commencer tout de suite. La masse, c'est pas le poids. Grosse erreur, hein, classique, hein, grosse erreur à ne plus faire. La masse, c'est pas le poids. La masse, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire, comme c'est écrit là-haut, la quantité, pour le rendre plus concret, la quantité d'atomes. La masse de mon téléphone, c'est la quantité d'atomes qui composent ce téléphone. Qu'ils soient dans les parties plastiques, verre, cuivre, métallique ou autre chose. Voilà, la masse, c'est la quantité d'atomes, parce que c'est la quantité de matière. Voilà. F désigne la force. L'unité de la force, c'est le newton. V, la plupart du temps, désigne la vitesse. Et l'unité standard, c'est les mètres par seconde, pas les kilomètres/heure. Les mètres par seconde. A, la plupart du temps, désignera l'accélération. L'accélération, c'est, et on verra pourquoi, et vous le voyez dans le chapitre de Feynman, des mètres divisés par des secondes au carré. Et alors déjà, il y a une grosse difficulté pour les non-scientifiques, je veux dire. Hein, secondes au carré. Divisé par des secondes au carré. On va dire. EC désigne, ça vient assez tard dans le cours, mais c'est une notion extrêmement importante, l'énergie cinétique. C'est l'énergie de quelque chose qui a de la vitesse, qui se déplace. C'est en joules. EP désigne l'énergie potentielle, elle aussi en joules. Et W désigne le travail, lui aussi en joules. Il y a une relation énergie cinétique, variation énergie cinétique, travail. Il y a une relation travail-force, puisque le travail c'est la force fois la distance. Vous avez vu une partie de ce qui était à Montpellier en première année, une partie de ces notions en bioméca, enfin je ne sais pas si ça s'appelait la bioméca, peut-être bioméca en première année, avec Robin Cando. Bon, il y a des éléments à voir, il y a des éléments à revoir. D'accord? Ok. Alors, je vous ai dit, on a deux grandes catégories de mouvements. On va parler des translations et on va parler des rotations. Alors, cette distinction, elle n'est pas spécifique à la biomécanique, elle n'appartient pas à la biomécanique. Hein. Ça appartient à la mécanique. Hein, je n'ai pas fait une introduction sur ce que c'était que la mécanique, mais je vais peut-être passer un tout petit peu de temps là-dessus. Donc, on a une distinction translation-rotation. On va dire en translation, c'est toujours plus simple. Les problèmes sont toujours plus simples. Les outils sont toujours plus simples qu'en rotation. Toujours. Mais ce sont des cousins. Ils ne sont pas complètement étrangers les uns avec les autres. Ce sont des cousins. Essayez de ne pas faire trop de bruit parce que c'est assez compliqué. Hein. Et pensez à l'enregistrement. Si c'est complètement pourri, je ne refais pas le film. Je ne vais pas passer 2 heures chez moi à refaire le cours tout seul. Hein. J'ai des collègues qui ont fait ça. Hein. Moi, je ne le referai pas. Donc, soyez attentifs à ça. Et vous l'êtes jusqu'à maintenant et je vous félicite. Hein. J'ai jamais eu un cours aussi calme. Hein. Mais, merci pour ça. D'accord, donc ce sont des cousins. Il y a plein de notions qui sont là et qui sont là. Vitesse, accélération, position, on les a là, on les a aussi là. Et c'est toujours un peu plus compliqué ici. Alors pourquoi les rotations apparaissent? Parce que, voilà, vous avez deux exemples, un grand tour à la barre fixe ou un salto ou une roulade. Bon, c'est deux exemples assez classiques.
où vous avez une rotation. Mais plus généralement que ça, rappelez-vous l'anatomie, hein, si je fais des flexions-extensions autour de mon coude, ben c'est des rotations, ce sont des rotations. Ce sont des rotations. Ça tourne autour d'un axe, alors il y a une notion d'axe, ça tourne autour d'un axe qui est situé dans l'articulation de mon coude, hein, qui n'est pas forcément, je ne peux pas forcément toucher du doigt, c'est pas comme un axe en mécanique, mais bon, il y a un système anatomique avec quelque chose qui tourne autour d'autre chose, hein, les os et les gaines, et les membranes, et les cartilages qui tournent, qui font que une partie du corps peut tourner autour d'une autre partie du corps. Radius cubitus peuvent tourner et l'humérus ne bouge pas. Donc là, j'ai une rotation. J'ai une rotation. J'ai un angle entre mon avant-bras et mon bras. Hein, je monte. C'est un angle. Ça, c'est une rotation. C'est pour ça qu'on est obligé d'en passer par là. Hein, quand je fais ces oscillations au niveau de mon genou, je fais aussi des rotations. Quand je fais ça, c'est aussi des rotations au niveau d'un axe de rotation qui est situé au niveau de ma hanche. Quand je fais ça aussi. Quand mes yeux ils bougent vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, ce sont des rotations du globe oculaire à l'intérieur du crâne. Donc des rotations, on en a un peu partout. Donc il faut aborder cet élément-là. Oui. Alors du coup, pour reprendre le terme qui est actuel, du coup, comme vous dites, il y a des rotations et des translations. Ouais, voilà, ici je fais ça. Là, j'ai fait rotation et translation. Alors nous, notre objectif, c'est pas d'être des super champions d'analyse de combinaison, de rotation et de translation. Non, on va être beaucoup plus calme que ça. Identifier qu'il y a une translation et une rotation, ça c'est bien comme objectif, on peut l'atteindre. Traiter mécaniquement, mathématiquement le mouvement que je viens de faire, c'est une autre histoire. Ouais. Les outils pour faire ça, mathématiques et mécaniques, en France on appelle ça des torseurs. On ne verra pas les torseurs. Les Américains, les anglophones, ils traitent les translations et les rotations avec des outils qui sont concomitantes avec des outils qui les distinguent. Les Français ont des outils mathématiques qu'on appelle des torseurs et qui traitent dans le même outil mathématique à la fois rotation et translation. Non. Je t'invite à aller regarder torseur sur Wikipédia, tu vas tout de suite... Donc, ça on comprend. Mais par contre, le reconnaître, oui, tiens, là, il y a les deux mouvements qui sont proposés. Donc, translation, il y a des mouvements de translation où vous dites, mais ça fait une courbe comme ça, c'est pas une ligne droite. Non, une translation, c'est pas seulement une ligne droite. Hein? Ça peut être courbe. Hein, il y a un skieur qui skie le long d'une piste comme ça, avec des énormes bosses et des creux et des variations de pente. Hein. Eh bien, c'est un mouvement de translation. Oui. C'est pas une rotation. Donc la translation, c'est pas que la ligne droite. Alors là, on a une notion ici, on a une notion extrêmement importante. Je vous ai mis à droite les mouvements qui vous intéressent et les mouvements qui, j'espère, vont vous intéresser dans au moins une partie de votre carrière professionnelle, vie professionnelle ou vie associative en dehors de votre boulot. Ça, c'est les mouvements qui vous intéressent. Là, par exemple, on a un athlète qui fait un saut en longueur. Là, on a une personne sur un fauteuil, handicapé ou pas d'ailleurs, hein, qui fait une figure. Et puis là, on a des tentatives d'analyse de ces mouvements. Là-haut est représenté avec un schéma, avec un squelette simplifié, là, un dessin d'une personne qui se lève et qui se met à marcher, qui est assise et qui se met à marcher. Donc, un comportement de la vie quotidienne. Ça, c'est des choses qui vous intéressent. C'est-à-dire la complexité du mouvement dans son ensemble. Il
y a la main qui bouge, il y a le coude, il y a l'épaule à gauche, à droite, il y a le buste qui est articulé, il y a la nuque qui bouge, il y a les jambes, il y a la posture, il y a des changements de direction, il y a tout ça en sa globalité. Et c'est très riche, mais c'est aussi très compliqué. Les outils pour décrire ça de façon complète, par le menu, complète, sont très compliqués. Ils sont complètement hors de portée pour nous. C'est pas du tout dans nos objectifs. Hein? Pour faire ça, il faut faire Maths Sup, Maths Spé, École des Arts et Métiers à Paris, 5 ans de mécanique, vous devenez ingénieur en mécanique, et vous pouvez faire ça. Ok? Pas en 5 TD et quelques heures de cours magistraux en L3. Non. Pourtant, c'est ça qui vous intéresse. Vous voulez savoir si l'athlète il est meilleur, il est moins bon. Vous voulez savoir s'il a progressé. Vous voulez savoir si son mouvement est complètement déstructuré à cause de la préparation physique que le collègue fait. Vous voulez savoir si l'élève il est en train d'acquérir une nouvelle coordination, il est en train d'apprendre effectivement. Vous voulez savoir si la personne âgée elle maintient sa fonction de marche, de mouvement ou de la vie quotidienne, ou si ça se dégrade, ou alors est-ce que ça s'améliore, etc., etc. Donc c'est ça qui sont les questions qui vous intéressent et qui vont vous intéresser. Et si vous voulez décrire mécaniquement l'ensemble du truc, infaisable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier. On va simplifier. On va se dire, non mais ça, je ne peux pas le faire. Donc je vais simplifier. Je vais me poser, je vais analyser le problème, je vais dire, mais si ça, je ne peux pas le faire, qu'est-ce que je peux faire? On se dit, bon, non, par exemple, dans votre mini-mémoire, c'est ce que vous allez faire. C'est exactement l'expérience de votre mini-mémoire. Vous allez le vivre, ce processus-là, ce parcours, vous allez le vivre, le faire concrètement dans votre mini-mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service en tennis. Ok, je le regarde de face, de profil, d'en haut, je vois que ça bouge en 3 dimensions, il y a tant d'articulations, tant de dizaines et de dizaines de muscles, etc., etc., d'accord. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je ne peux pas faire ça. Je suis en train de reprendre mes cours de terminale et de première. L'autre, c'est la première fois que j'entends parler de fonction. Il faut que je fasse une vidéo, mais comment je peux analyser ce truc-là, quoi? Ok, donc je vais regarder que la raquette, ou je vais regarder que le coude, ou je vais regarder que l'épaule, ou je vais regarder que les appuis sur le sol. Donc, vous allez faire ça dans votre mini-mémoire. Vous allez partir d'un problème assez compliqué qui vous intéresse, plutôt de ce côté-là, et puis vous allez mettre la focale, la lumière, sur une partie du problème. Et ça, vous allez pouvoir l'analyser assez rigoureusement et assez en détail et proprement, en définissant bien ce que vous faites, etc. Voilà, vous allez vous focaliser. Ça, c'est une première solution à ce problème. Mais vous allez me dire, oui, mais bon, la cheville de la personne âgée, si j'en reviens à mon problème d'EHPAD avec la garde qui bientôt va finir en EHPAD, dans le meilleur des cas, c'est pas gagné. Mais la cheville de la garde, on s'en fout de bien l'analyser. Bon, certes. Encore que celle-là, ça me ferait bien de bien l'analyser. Mais là, on parle du mini-mémoire. Donc c'est un exercice de style pour acquérir des connaissances et se mettre au bout. Là où cette approche de simplification, elle devient pertinente, même pour les applications, donc même pour les applications qui vous intéressent, dont je vous ai parlé, là où elle devient pertinente, c'est là. C'est cette partie de la diapo, cette partie du tableau. Et là, on fait Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que les lois de la mécanique sont universelles, au sens strict, au sens strict, j'y reviendrai, et 2, la mécanique se simplifie elle-même, d'une certaine manière. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial.
Les lois de la mécanique sont universelles. Qu'est-ce que ça veut dire? On a compris depuis Galilée, l'inventeur de la science moderne. Galilée faisait des expériences dans son laboratoire, dans son étude, je ne sais même pas comment il appelait ça à l'époque. Il a découvert des lois et il a compris que les lois qu'il découvrait là, dans son petit laboratoire, étaient vraies partout dans l'univers. Ça, c'est un changement radical dans la civilisation humaine. L'universalité des lois et des principes. Donc, un peu plus tard, après Galilée, et grâce à Galilée et d'autres, Copernic, Kepler et d'autres, Newton découvre les lois de la mécanique. Et les lois de la mécanique de Newton, les 3 principes de Newton, des fois on en rajoute un 4e, mais 3, sont valables partout dans l'univers. Tout le temps. Donc on n'a pas besoin d'en changer si on est à Toulouse, ou si on est à Paris, ou si on est à Marseille, pour parler de quelque chose de peu actuel, ou à Paris. Les lois de la mécanique, elles ne changent pas. Les pains au chocolat, les chocolatines, ça peut changer, mais pas les lois de la mécanique. Hein? Et c'est pareil sur Mars, et c'est pareil partout dans notre galaxie, et c'est pareil partout dans toutes les galaxies. Voilà, ça c'est bien, déjà bonne nouvelle. Que je sois dans l'amphi ou sur le terrain de sport, les lois de la mécanique, elles sont toujours les mêmes. Deuxième chose, on le verra assez vite, il y a un élément central en mécanique, c'est le centre, d'ailleurs, le centre des masses. Le centre des masses, des fois on dit centre de gravité, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un très très proche cousin. Le centre des masses, c'est un élément extrêmement important. Vous avez un corps, vous voyez en anatomie, vous voyez quand vous pratiquez du sport avec vous et avec les autres, votre corps, c'est des éléments qui sont articulés les uns avec les autres. Des morceaux de solides, qui sont à peu près indéformables, même si c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, qui sont attachés les uns aux autres par des articulations. Hein, comme c'est représenté sur ce dessin. Vous avez des morceaux qui sont attachés par des articulations. Hein, ce truc-là, c'est un système polyarticulé. Plein d'articulations, plusieurs articulations. C'est quelque chose d'un point de vue mécanique qui est très compliqué, comme je vous l'ai dit là. Mais ce truc-là, il a un centre des masses, qui en général, et on verra qu'il bouge un peu, on verra sa définition, qui en général se situe en bas de votre colonne vertébrale, hein, au niveau des vertèbres sacrées, de la lourdeur sacrée. Mais il peut se situer ailleurs, hein. Il bouge. Ah, il n'est pas attaché à la vertèbre. On le verra. Ça. Et bien ce centre des masses, lui, il nous donne plein d'informations sur la mécanique. Et l'avantage de ce centre des masses, c'est que c'est un point. Et juste un. C'est un point. C'est exactement un point. Qu'est-ce que ça veut dire un point? C'est un truc infiniment petit, qui n'a pas de surface, qui n'a pas de longueur. Et en trois dimensions, qui est repéré par 3 nombres, qui correspondent à des directions, on le verra, x, y, z. Donc un point. Si vous vous intéressez au centre des masses, vous apprenez plein de choses sur le mouvement et la mécanique qui est en train de s'établir devant vous, quelqu'un qui marche. Mais vous n'avez plus à vous intéresser à un système polyarticulé, vous avez à vous intéresser uniquement à un point. Avantage énorme. Et ça, ce n'est pas une combine. C'est là que c'est fabuleux. C'est pas une combine comme dans le mini-mémoire, juste la cheville de la garde à l'EHPAD. Où là, c'est une combine pour vous simplifier la tâche et la rendre gérable d'un point de vue du travail. Non. Le centre des masses, c'est pas une invention pour se simplifier la vie. Le centre des masses, c'est un objet mécanique, un truc mécanique essentiel qui est dicté par la mécanique, qui n'est pas un choix de l'être humain. C'est la mécanique qui dit le centre des masses est super important. Le centre des masses pilote tout. Et le centre des masses, c'est un point. Et sur le point,
en une dimension sur une droite, ou en 2 dimensions sur un plan, ou en 3 dimensions, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, École normale supérieure, ou je ne sais pas quoi, pour s'en sortir. Et ça, c'est génial. Ça nous permet d'analyser le mouvement rigoureusement, avec des outils mathématiques, géométriques, mécaniques, pas trop compliqués par rapport à ça. Parce que là, je vous dis, ça, c'est compliqué. Eh bien non, il y a le centre des masses. Ce truc-là, on verra. Et ce truc-là, c'est une réduction colossale de complexité. Et ça nous permet de rendre les problèmes gérables avec notre petit niveau. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Mais ça, c'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Je vais vous l'illustrer rapidement. Je le referai parce qu'il y a une partie du cours qui parle de centre des masses. Mais ce cours, c'est un cours introductif. Je prends pas mal de liberté. Bon, j'en prends en général dans mes cours, mais bon. Je prends pas mal de liberté pour essayer de vous amener vers le cours. Hein, je ne démarre pas en disant définition de théorème, conclusion, corollaire, théorème 2, théorème... Non. Non. Je vous amène dans le cours en essayant de vous faire comprendre l'esprit du cours et les objectifs. Le centre des masses, est-ce que j'ai un deuxième objet? Est-ce que quelqu'un a une pièce, s'il vous plaît? Ça ne marche pas avec un billet, mais avec une pièce, ça va marcher. Oui, on peut me l'envoyer, s'il vous plaît. Merci. Allez, mal entendu, je l'ai attrapé. Alors, voilà. J'ai une pièce de 2 €. Merci. Oui, je vais la rendre. Exceptionnellement. Donc, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue mécanique un solide. Un solide. C'est un truc qui ne se défend pas trop. Là, j'ai mon trousseau de clés. Mon trousseau de clés, c'est quoi? C'est un système polyarticulé. Bon, c'est pas un être humain, hein, mais c'est un système polyarticulé. J'ai des solides qui sont attachés entre eux. Alors, c'est un peu le bazar. Il y a des clés, d'ailleurs, je ne sais plus du tout à quoi elles servent, mais c'est pas grave. Ça doit être un TOC, un trouble obsessionnel du comportement. J'en sais rien. Bref. Il y a un mousqueton, il y a un anneau, il y a un deuxième anneau, il y a des clés et un troisième anneau. Il y a une clé qui est attachée sur un anneau, qui est attaché lui-même sur un anneau, qui est attaché sur un mousqueton. Enfin, vous voyez, il y a tout un bazar de... Ouais. Alors, si vous prenez une vidéo de ça et vous essayez d'analyser son mouvement, bon courage. Translation et rotation. Ouais. Hein? Bon courage. Bonjour, au revoir. Hein? On n'en parle pas, c'est ça oui. Ça oui, à la limite, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous dites, tiens, ben, je ne vais pas prendre en compte les rotations, je vais regarder juste les mouvements de translation, et vous allez vous en sortir. Et par exemple, moi, je regarde le mouvement de la tête. Et je vais prendre Kinovea, je vais filmer, je vais mettre un repère sur juste la tête, et je vais regarder comment l'athlète il bouge sa tête hein, dans le plan latéral du sujet, vertical et gauche-droite. Donc ça, c'est un solide. Vous allez dire, tiens, ça, les mouvements de ce truc-là, je peux m'en sortir. Je le fais bouger sur le plan, je filme avec ma caméra, j'ai X, j'ai Y, là, je peux m'en sortir. Tout va bien. Ce truc-là, non. Non. Maintenant, on y reviendra dans une partie du cours. Si je jette cet objet, alors bon, avec la caméra, normalement, je fais traverser tout ça, je traverse tout dans le fil, mais là, je ne vais pas pouvoir. J'essaie de m'en sortir. Je jette cette pièce-là. Hop. Voilà. Les mouvements de... Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. C'est pour ça que je gagne toujours en pétanque, parce que quoi que je fasse, ça va vers le gauche. Si vous regardez la première partie de la trajectoire, j'ai lancé la pièce jusqu'à ce qu'elle touche le sol. C'est quoi comme trajectoire? C'est un vol parabolique. C'est de la balistique. Ça correspond à la catégorie des mouvements dans le chapitre de Susskind sur les chutes libres. J'ai donné une vitesse initiale, et puis à la gravité, la force de la gravité, le poids qui a tordu la trajectoire et qui fait tomber l'objet vers le sol. Voilà. Voilà ce qu'a fait la pièce.
Et ça, c'est une catégorie de mouvement qu'on sait parfaitement analyser, qui n'est pas compliquée et que vous allez analyser pendant le semestre. Et je le dis encore, c'est un des exemples de mouvement dans le chapitre de Susskind. D'accord? Vous voyez cette trajectoire toute lisse, là. Hein? On parle d'équations horaires, de mouvements balistiques, etc. Maintenant, vous voyez mon trousseau de clés. Je le jette, il tombe sur le sol. Imaginez en l'air, on a une caméra rapide, 400 images par seconde, 1000 images par seconde, on filme, et on voit les mouvements des clés et des anneaux et du mousqueton, etc., du trousseau de clés, en l'air. Ils tournent, ils se choquent les uns dans les autres, ils se rentrent dedans. Ils repartent, ils reviennent, ils sont contraints parce qu'ils sont attachés, et jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le sol. Si vous voulez, encore une fois, observer ce qui se passe avec l'ensemble des clés, ça va être le bazar. Très, très compliqué. Maintenant, le centre des masses, que je n'ai pas encore défini, et qu'on définira plus tard, hein, c'est pour illustrer. Le centre des masses de mon trousseau de clés, je peux le calculer. Il est défini, et il est bien là. C'est une espèce de moyenne des masses. C'est plus compliqué que ça, mais une moyenne, position moyenne des masses, de toutes les masses, de toutes les positions, de toutes les masses qui composent le trousseau. Une espèce de position moyenne. On va retenir ça pour le moment. Ce centre des masses, il est défini. À chaque instant, chaque seconde, chaque milliseconde, chaque nanoseconde, il est défini pour cet objet-là. Quelle est la trajectoire du centre des masses qu'a eu mon trousseau? Une trajectoire parabolique, exactement de la même nature que pour la pièce. La trajectoire du centre des masses de mon trousseau de clés en l'air a suivi une trajectoire parabolique, un mouvement balistique parfaitement lisse. Il n'a pas fait ça, hein? Non, une trajectoire rigoureusement comme si cet objet était un solide. Exactement, c'est pas une approximation. C'est pas une approximation, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une construction de l'être humain, c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'est complètement fabuleux. Parce que cet objet merdique, d'un point de vue mécanique complètement fou, son centre des masses, lui, il a une trajectoire exactement comme si c'était un solide. Non, c'est parce que les lois de la mécanique... Non, c'est parce que... Et si tu veux savoir où va aller l'objet, tu n'as qu'à poser les équations du centre des masses. Et ça, ça c'est vrai, parce que les lois de la mécanique sont comme ça. Sinon, le sens... Si. Il a assimilé les clés à un seul de l'autre clé. C'est le trousseau qui fait mouvement à chaque clé. Non, c'est chaque clé. Si tu veux calculer la position du centre des masses exactement, il te faut connaître la position de chaque clé. Non, ce qui est fabuleux, c'est pas une construction. C'est pas une construction, c'est pas un truc. C'est un truc. Les lois de la physique s'appliquent sur l'ensemble des clés et s'appliquent sur le centre des masses. Et ce centre des masses, il se calcule à partir de la position de l'ensemble des clés. Et si vous vous dites, je m'intéresse uniquement au centre des masses, vous allez pouvoir trouver des équations qui sont simples. Parce qu'il n'y en a qu'un centre des masses et c'est juste un point. Et c'est pareil pour un être humain. Vous voyez qu'avec un exemple tout simple, déjà, conceptuellement, on a quand même du grain à moudre. Mais grâce à ce phénomène-là, vous avez un peu compris, complètement compris ou pas trop, on peut formuler des lois mécaniques intelligibles, même pas avec un gros bagage mathématique, et utilisables. Et on peut même faire des mesures et des calculs. Et de ce qu'on obtient en travaillant, par exemple, sur le centre des masses, on peut en tirer des conclusions qui sont valables, même pour des mouvements compliqués. Ce détour-là, il est super important pour nous. Si tu comprends ce qui se passe au niveau du centre des masses, déjà, tu as appris plein de choses d'un point de vue mécanique,
Parce qu'il est tout en haut de la hiérarchie, il est très important, le centre des masses. Donc tu peux en tirer des conclusions sur la marche, sur la course, sur le saut, sur la performance. Et l'avantage, c'est que c'est juste un point. La mécanique, elle fait ça. Elle donne naissance au centre des masses, oui. Pour le couplé, on doit calculer le centre des masses à chaque instant. Est-ce que pour la pièce, du coup, on peut le calculer en amont, donc il reste le même, vu que c'est infinite? Le centre des masses de la pièce ne va pas changer en fonction du temps. Non. C'est un solide, il va rester là. Après, pour ton trousseau de clés, éventuellement, tu peux faire une approximation. Tu peux dire, bon, ben voilà, je vais juste prendre un point sur la clé et puis je vais suivre ce point-là. Pour un être humain, idéalement, il faudrait le calculer à chaque instant et il faudrait avoir, de nouveau, tu retombes un peu sur ce problème-là, il faudrait la position de toutes les parties du corps pour pouvoir le calculer. Mais tu peux faire une approximation, il se situe à peu près à cet endroit-là. Je vais juste regarder ce qui se passe à cet endroit-là. Ça, c'est si tu veux faire une mesure. Mais si tu veux juste en rester à je veux comprendre, à un niveau un peu plus simple, je veux juste comprendre pourquoi cette personne elle a raté sa performance. Je veux analyser son mouvement. Eh bien, penser avec centre des masses, ça te permet déjà de répondre à plein de questions. Sans être obligé de le mesurer, juste dans ta pensée. Ah oui, mais il y a un centre des masses, il y a un point d'appui. Comment est orientée la force du point d'appui par rapport au centre des masses? Ah, mais s'il est appuyé comme ça, la personne elle va tourner vers l'avant. S'il est appuyé comme ça, la personne va tourner vers l'arrière. S'il est comme ça, elle va partir vers le haut. S'il est comme ça, elle va partir vers la droite. De quoi j'ai besoin? De la force du point d'appui et de la position du centre des masses. Et je sais si la personne elle va tourner comme ça, pas tourner. En connaissant deux choses. À quel endroit est le point d'appui et où se situe approximativement le centre des masses. Et c'est tout. Donc je peux en conclure des choses qui ont un intérêt pratique pour analyser. Donc on y reviendra, il y a tout un travail sur le centre des masses, mais voilà, ça c'est, moi en faisant ce cours et en refaisant ce cours, ça c'est un élément important. Et c'est un élément rassurant, et ça vous permet de vous situer par rapport à l'immense complexité de la mécanique, et là, en 2020, avec tous les outils disponibles, tels que vont la faire les roboticiens, les ingénieurs. Par rapport à ça, nous, on ne fait pas ça. Mais heureusement, il y a de bonnes raisons de trouver des simplifications, parce que la mécanique se simplifie d'elle-même. C'est les lois de la mécanique qui nous permettent de faire cette espèce de tour de passe-passe qui permet de comprendre le comportement mécanique, d'en tirer des informations, sans s'attaquer à la complexité immense. Donc la mécanique vous aide, la mécanique vous aide. Un point, pour voir ce que ça veut dire. Considérez votre main, comptez le nombre d'articulations qu'il y a dans votre main. Combien il y en a? Vous le savez? D'un point de vue mouvement, on peut s'intéresser à tout un tas de choses, en sport notamment. Mais si on s'intéresse juste à la main du sportif qui est en train de faire une passe ou attraper un objet, ou de tenir une raquette de ping-pong, de tennis, ou ce que vous voulez, ou la main de quelqu'un qui est en train d'écrire sur son téléphone, ou quelqu'un qui est en train de manger, ou de faire ses lacets, ou un artiste, ou un artisan, ce que vous voulez, il n'y a rien de plus riche que la main d'un point de vue mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui est au centre des stats. Surtout le sport ou les activités de la vie quotidienne, mais à l'exclusion de la main. Mais la main, quand on y réfléchit, c'est, d'un point de vue mouvement humain, c'est le truc le plus extraordinaire. Combien d'articulations? Comptez une articulation par phalange, plus l'articulation du pouce, là, l'opposition du pouce, ici. Ça s'en fait une de plus. Et cette flexion ici, au niveau de la paume, une articulation. Comptez pas le poignet. Combien ça en fait? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17. Un autre angle. C'est une articulation, mais elle bouge sur un autre angle. 17, 18, 19, 20, 21. On pourrait même en rajouter d'autres. Hein. Admettons une vingtaine d'angles. Je ne parle plus d'articulation, je parle d'angles. Une vingtaine d'angles dans la main. Des fois, on dit une vingtaine de degrés de liberté. Hein, c'est une terminologie. Degrés de liberté, mouvement possible. 20. Si vous voulez faire de la mécanique, il ne faut pas prendre seulement les positions, il faut prendre aussi les vitesses. Les vitesses. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous n'avez que la position instantanée, la main, elle est comme ça, vous ne savez pas trop. C'est statique, quoi. Donc il me faut aussi la vitesse. Il faut l'évolution. Il faut la position en fonction du temps, et ça, c'est la vitesse. Il me faut l'énergie cinétique. Dans l'énergie cinétique, 1/2 de mv2 en translation, il me faut le V2. Le V carré, c'est la vitesse. Il me faut la vitesse. D'un point de vue mécanique, biomécanique, physique, il me faut la vitesse. Donc j'ai 20, mettons, 20 angles. Et donc 20 vitesses. Et donc 20 vitesses. J'élabore un peu. Ça me fait 40. 40 nombres. À chaque instant. Ça, c'est une main. Je suis dans un espace, d'une façon de le voir, 40 dimensions. Quand je prends un truc dans la poche, je manipule, je ne compte pas le cerveau, les yeux, tout ça, juste la main. 40 dimensions. Et tout ça est en train de se passer dans un espace à 40 dimensions. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Mais heureusement, pour beaucoup de problèmes, j'ai juste un point. Vous voyez, juste une main, 40 dimensions, 40 nombres. Ben, je regarde pas ça, je regarde juste un point. Donc ça, il faut arriver à bien comprendre ce qui se passe quand je regarde le centre des masses, à bien comprendre comment on décrit un point, son mouvement, sa vitesse, son accélération, les systèmes de coordonnées. Et si on fait ça, on arrive à faire tout ce qui est à notre portée, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Et c'est pas une échelle immense qu'on vous demande de grimper. C'est pas un obstacle incommensurable, énorme qu'on vous demande de franchir. Vous voyez bien, c'est pas ça. On n'est pas en train de... On ne va pas aborder des systèmes à 40 dimensions où il faut 3 pages pour écrire les équations. Times 10. Et encore 3 pages, là je crois que je suis gentil. Non. Juste 1, 2, 3 coordonnées. Un point. Vous voyez? Donc ça va être nos objectifs. Bien comprendre, pour ceux ou celles qui se disent « mais c'est impossible, cette UE, je ne vais pas m'en sortir », comprenez ce qui est dans l'UE. Comprenez que ce qui est dans l'UE, c'est une solution la plus simple qui soit pour avancer dans l'analyse du mouvement. Et grâce à ça. Grâce à ça. Bon, il y a des bouquins, là, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres dans la bibliothèque. Donc on commence. J'arrête dans quelques minutes, parce qu'on n'a pas fait de pause. On va attaquer par la cinématique. Cinématique. Voilà. La cinématique, dedans, il n'est pas question de masse, il n'est pas question de force. La cinématique, c'est une description du mouvement. Il y a un mouvement devant moi, j'ai mes yeux, j'ai une caméra, éventuellement j'ai mis un accéléromètre avec un téléphone sur la personne qui est en train de faire le mouvement. J'observe ce qui est en train de se passer, je décris ce qui est en train de se passer. Ça, c'est l'objectif de la cinématique. Pour
faire ça, la cinématique utilise 3 variables. La position, la vitesse, l'accélération. Chapitre 1, mouvement, Feynman. À bosser. Et qui sera évalué. Hein. Cette année, c'est évalué directement. Vous allez voir que les variations de la position en fonction du temps, ça donne la vitesse. Les variations de la vitesse en fonction du temps, ça donne l'accélération. Donc la notion de variation, qu'est-ce qu'on entend par là, est capitale. Et vous allez voir que cette variation, mathématiquement, c'est une dérivée. Hein, c'est une dérivée. Et là, vous allez dire, dérivée, oh là là, j'avais cru. Ah non, mais j'avais cru, on m'avait menti, j'avais cru que, en venant en stade, je ne reverrais plus toutes ces cochonneries. Ah ben si, là, vous n'allez pas pouvoir le couper. La variation, c'est la dérivée. Donc on va revoir, voir pour certains, découvrir, hein, pour certains, c'est une découverte totale. C'est pour ça qu'il faut bosser le chapitre de Feynman. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée, hein? La dérivée de la position, dérivée en fonction du temps, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, dérivée en fonction du temps, c'est l'accélération. Je suis au péage, la barrière se lève, j'ai payé. Vous regardez votre compteur, vous êtes à 0, vous appuyez sur l'accélérateur, le moteur fournit de l'énergie, fournit une force, fait tourner les roues, la vitesse augmente. Ma position était devant la barrière, je me retrouve 20 mètres après, 30 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Ma position a changé, ma position par rapport au point de départ à la barrière augmente de plus en plus grand, elle varie, elle change. C'est ça qui définit ma vitesse. Je regarde mon compteur, ma vitesse est à 0, j'accélère, elle passe à 10 km/h, 30, 40, 50, 100 km/h. Ma vitesse a varié pendant que j'étais en train d'écraser la pédale, ou d'y aller doucement, si je veux consommer un peu moins. Ma vitesse a varié, c'est une accélération. Voilà. Donc on va voir et revoir ces éléments. On va commencer le prochain cours, tous ces éléments ici, là. Tous ces éléments. Celui-là, 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 celui-là. On va parler de l'espace. On va parler de l'espace. Les notions d'espace et définir l'espace. Donc je vous encourage, avant mon prochain cours, je ne sais plus quand est-ce qu'il a lieu, parce que le cours de vendredi, je ne le fais pas. Moi, je ne fais pas cours vendredi. Monté fait cours, moi je ne fais pas cours vendredi. Voilà, donc on attaquera par ça.